Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 6 de Clash of Kings, sur le premier chapitre de Jon, toujours en compagnie de Guillaume. Présent. Et alors, avant de nous plonger dans ce chapitre, je tiens à dire que c'est la première fois, je pense, mais là faut que tu me corriges, parce que ça fera vraiment une discussion, mais je crois que c'est la première fois où on va avoir vraiment une scène, un chapitre qui a complètement été supprimé de la série. Cette scène, en fait, elle n'existe pas dans la série. Il passe directement au chapitre 2 de Jon. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui ont pas encore lu le livre. Donc première fois on zappe une scène complètement. Alors c'est déjà arrivé que dans le livre 1 on zappe des passages. Moi je pensais en réfléchissant à tout ce qui était qui se relatait à l'ésotérisme de Bran, type ces rêves là, avec la corneille à 3 yeux, etc. Tu sais, quand il est un peu omniscient au-dessus de Westeros. Ou même mon chapitre préféré, tu le sais. Ou même ses rêves dans la crypte. Pareil avec Jon, des fois il avait des rêves dans la crypte, les rêves de Daenerys. Ouais. Mais c'est des trucs qui rendent moche à l'écran, à moins que tu veuilles ressembler à une série de sci-fi. Ne fais pas ça. Voilà. Et je pense que le plus marquant de ce qui manque dans la saison 1, c'est quand même la tour de la joie. Ça qui ont zappé. Zappé, enfin reporté, très reporté quoi. Oui, après reporté dans la saison 6, ouais. Et donc ouais, tout ce qui concerne les rêves, t'as raison, c'est à peu près compréhensible. Parce que t'as raison, c'est très difficile de le porter à l'écran. Je pense, en tout cas. Hein. Et puis t'as oublié les scènes transformées en sexposition. Voilà, ou soit ils avaient remanié certaines scènes, bah, par exemple, comme tu dis, par exemple Littlefinger qui discute, qui parle de son enfance. En fait, dans le livre, c'est Catelyn, quand elle arrive à Port-Réal, qui discute justement de son enfance avec Littlefinger. Alors dans la série, c'est Littlefinger, comme tu le dis, scène de sexposition avec une prostituée. 2 prostituées. 2 Donc ouais, ils ont soit, comme tu l'as dit, déplacé des scènes, soit ils les ont remaniées d'une certaine façon. Et quand ils les ont supprimés, bon, je pense que les rêves de Daenerys, ils les ont vraiment supprimés, pareil pour les trucs de Bran. Et sinon, je pense aussi, par exemple, à la scène de bataille de Tyrion. Mais ça, c'est pour une question de budget, quoi. Quoi, ils l'ont fait assommer, ouais. Juste avant. Mais je crois pas, et là, faut que tu rectifies moi si je me trompe, qu'ils ont vraiment supprimé des scènes, non, mais je veux dire, pur dur, tu vois, dans en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui a été développé dans le chapitre dont on va discuter, n'est pas du tout exploité dans la série, voilà. Ça j'en suis certain. C'est ça. Et ouais, soit ils ont supprimé des personnages, bah comme par exemple, voilà, on va en parler ici, mais Donald Noy, ils ont parlé, tu vois, mais ça change pas tellement le récit en fait. C'est pas grave qu'ils aient pas mis Donald Noy, je leur en veux pas. Dans la saison 1, ça change pas grand chose qu'ils aient supprimé Donald Noy, parce que ça change pas le récit en fait du livre 1. Mais plus on va avancer, plus en fait, cette petite suppression, au fur et à mesure, va entraîner des grandes suppressions, comme on le voit dans ce chapitre en fait. Mais c'est vrai que bah du coup pour toi ce chapitre c'était une scène totale, c'est même je pense ta première scène totalement inédite entre guillemets. Sans compter les nouvelles de Dunk. Bah grâce à Dunk j'ai vu il y a une bonne partie, mais je suis content d'avoir appris la suite des événements, le destin de certains personnages. Ouais. De cette nouvelle. Mais non, bon. On va en discuter. On va en discuter. Ce serait peut-être le moment de faire mon résumé d'ailleurs. Exactement. Qui sera succinct parce qu'on va tellement développer après que je me permets d'être encore plus succinct que d'habitude. Donc dans ce chapitre, on va retrouver Jon, donc peu de temps avant l'expédition au-delà du mur qui vise à retrouver Benjen Stark. Et on apprend que Samwell remplacera Maestre Aemon pour cette expédition pour assurer la communication avec le mur via les corbeaux. Et effectivement, Maestre Aemon, c'est compréhensible, il est beaucoup trop vieux. Donc Jon et Samwell se rendent auprès de Lord Mormont pour lui amener des cartes pour préparer cette même expédition. Et ils surprendront une discussion entre Tauren Petitbois
qui est en train de négocier son statut pour diriger lui-même l'expédition, ce que le vieil ours refuse catégoriquement, préférant lui-même prendre les choses en main. Et ensuite, le chapitre se terminera sur un long discours sur l'ascendance de Mess Raymond par le Lord Commandant, et rappelant comme ça à Jon que lui et Mess Raymond ont 2 choses en commun, un frère roi et un serment à respecter. Merci Guillaume pour ce résumé. Bon, tu dis qu'il est succinct, mais en fait il est clair. Hein. Mais comme tu dis, en fait, on va tellement exploiter ce chapitre que forcément, oui, il paraît succinct. Ouais. Mais en tout cas, oui, je suis content, du coup, pour toi et pour nos auditeurs, parce que, c'est vrai qu'avec le livre 1, la saison 1, on l'avait déjà répété dans la première partie de ce podcast, mais bon, certaines fois, c'était pas très intéressant, puisque certaines scènes étaient vachement copier-coller du livre, entre guillemets, et là, premier chapitre totalement inédit, donc ça fait plaisir, quoi. Bon, tu connais toujours la suite de l'histoire, mais en tout cas, quelques scènes que tu découvres. Ouais, puis, moi, j'ai kiffé toute l'histoire Targaryen. Donc on retrouve Jon, en ce début de tome, rendant visite à Sam dans la bibliothèque de la garde de nuit. Sam n'était pas venu au dîner, ni même avait dormi dans son lit, et on s'inquiétait pour lui. On s'inquiète qu'il mange pas, quoi. Aussi, les fois d'idée, c'est que forcément il a déserté. Certains avaient émis l'idée qu'il avait déserté, du coup, mais Jon n'y croyait pas. Et je kiffe ce que Jon se dit à lui-même, ou peut-être ce qu'il a dit à ses collègues. Déserter réclamait une espèce de courage que Sam ne possédait guère. Mais ça, tu te dis, c'est, ça montre à quel point il est pas courageux, mais le nombre de gens qui osent pas quitter soit leur copine ou soit leur job alors qu'ils sont dans une position, genre Ouais, mais c'est vraiment dans le sens, le gars est tellement un pleutre, que même quitter l'endroit, tu vois, que même déserter, il y arrive pas, quoi. Ouais, après, déserter signifie la mort, c'est compréhensible aussi. Oui, non, c'est ça, en fait. C'est pour ça. Mais en vrai, il a raison, hein, je pense à sa place, j'aurais pas le courage de quitter le truc, le bateau. Bah oui, mais c'est ça qui est ironique et qui est particulièrement bien écrit. Ça demandait un certain courage que Sam ne possédait pas, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce que je te disais en off, parce qu'on a préparé le chapitre, j'ai préparé le chapitre à côté de Guillaume, mais je trouve que depuis le début du tome, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un step-up dans l'écriture de Martin. Là, vraiment, il y a vraiment certaines phrases qui sont particulièrement bien tournées, je trouve. Non, mais ce chapitre, je pense, c'est l'un des rares chapitres de Jon qui, vraiment, je me dis, putain, c'est un peu une masterclass, ce chapitre, tu vois. Bah, étonnamment, c'est parce qu'il concerne pas Jon. Pourtant, je déteste pas Jon, mais c'est juste son arc qui me saoule un peu. Ouais, c'est ce que je disais, moi non plus, j'aime pas le personnage de Jon. Non, mais j'ai dit que je détestais pas Jon, justement. Ah, moi, je déteste Jon, non, c'est un grand mot, mais juste son arc qui t'intéresse pas, son histoire, en gros. Ouais, surtout ça qui me... Pourquoi ça t'intéresse pas? Je sais pas, parce que, surtout, je pense que c'est surtout parce que il y a d'autres arcs qui m'intéressent plus, et j'ai envie de m'investir plus dans d'autres arcs plutôt que dans celui-ci. D'accord. En fait, c'est même pas tellement que tu le trouves mauvais, c'est juste parce que tu trouves qu'il y a d'autres arcs qui sont meilleurs, quoi. Ouais, et ça, j'ai l'impression de ronger mon frein, comme on dit. Ouais, je pense que c'est un peu comme toi, hein. Je pense un peu la même chose que toi. Et pareil un peu pour Daenerys, c'est un peu ça aussi. Bah, c'est ce qu'on disait dans le premier tome, c'est qu'il se passe des trucs de dingue à Port-Réal, et là, tu dois aller à Essos, c'est relou, quoi. Ouais. Et encore, je trouve que même pour Daenerys, c'est encore plus serre que pour Jon. Ouais. Parce que Jon, parfois, ça peut être vachement intéressant, alors que Daenerys, des fois, ça te coupe vraiment de tout, quoi. Ouais. Et pour des choses même pas très intéressantes. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que ça, je peux totalement l'appliquer au deuxième tome, en fait, le Clash of Kings. C'est-à-dire que je sais pas si je t'avais déjà parlé de mon classement des tomes. Celui-ci, c'est pas ton préféré. Bah, justement, je pense que des 5 tomes, c'est celui que je mettrai en dernier. Et même pas tellement parce que je l'aime pas, ou parce que je le trouve mauvais, mais juste parce que, le premier tome, c'est le premier tome, tu vois, t'as toujours un petit attachement quand même. Et je trouve que il est propre, le premier tome, il est propre. Le deuxième tome, c'est une continuité, et je trouve que les tomes 3, 4 et 5 sont d'un niveau vachement supérieur. Parce que je les aime beaucoup plus que le deuxième tome. Le deuxième tome, je le trouve pas mauvais, mais juste que je l'aime moins que les tomes 3, 4 et 5.
Sam explique à John que le maître Aemon lui a demandé de chercher des cartes pour le Lord Commandant et qu'il n'a pas vu passer le temps. Mais il avait trouvé ce qu'on lui avait demandé, notamment un volume d'un certain Redwyn qui relate son voyage depuis Tourombreuse jusqu'à non-retour au bord de la Grèce glacée. Ce livre n'était pas daté, mais il y a la mention d'un Dorren Stark comme roi du Nord, donc ça devait être avant la conquête d'Aegon le Conquérant. Et apparemment, ce Redwyn aurait traité avec les enfants de la forêt et affronta même des géants. Donc là, petit instant mythologie, c'est... Donc mythologie même pas, mais tu vois, petit instant archéologie plutôt. Ouais, donc là c'est... Là tu peux être sûr qu'il y a au moins... Il a passé le millénaire, ce livre. Ouais, c'est bien. Ah, le millénaire, peut-être pas... Si, Enfants de la forêt. Ouais, mais c'est vrai que les enfants de la forêt, on sait même pas trop à quel moment... On a du mal à dater. Parce que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était... Tu sais, quand je crois que c'était le maître Lewin qui racontait un peu, qui disait que c'était à l'arrivée des Andals... bon, en fait, les enfants de la forêt, on sait que voilà, ils étaient en guerre avec les premiers hommes. Ils ont passé une sorte de pacte sur l'œil Dieu qui disait que bon, on détruit plus les barrals. Puis les Andals sont arrivés, ils ont détruit tous les barrals au sud, seuls restés au nord. Et puis après, en fait, il y a pas trop de date quoi. On sait qu'il y a la longue nuit qui arrive à un moment. Et je crois que la longue nuit, c'était à l'époque. Alors là, faudrait regarder dans la frise. Mais c'était à l'âge des héros, parce qu'on disait que le dernier héros, tu vois, c'était le mec qui était venu, tu sais, il était là avec son épée, poursuivi par des araignées. Voilà, des araignées de glace, etc. Genre. Ouais. Mais après, vu qu'on sait que la conquête d'Aegon c'est il y a 300 ans, tu vois, il y aurait quand même 700 ans de... Après, possible qu'il ait passé la millénaire. Hein. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que je dis, moi, maintenant, la longue nuit, c'était il y a 8000 ans. Mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu, oui. Donc, en fait, il y a entre la longue nuit et la conquête d'Aegon, il y a quand même pas mal de temps, quoi. Ouais. Il y a plus de chances que... Mais du coup, alors, juste pour les indications, hein, la grève glacée, c'est sur la carte que vous retrouvez dans le tome, hein. C'est bon, c'est à peu près à l'ouest du mur, mais c'est bon, c'est au-delà du mur, entre guillemets. Et donc, oui, on a la mention de géants. Je crois qu'on avait déjà aussi la mention dans le premier tome, mais qu'on savait pas trop à ce moment-là si c'était plus, C'était via Odor, non? Ouais, qu'il avait du sang de géant, quelque chose comme... Ouais, on disait il descendait du sang de géant, ou il avait du sang de géant. C'est Ocha qui parle, et toi tu descends. Et j'ai vu des vrais géants dans le nord. Et même, je crois que dans le premier chapitre de Bran, il dit... la vue de ses yeux, donc c'est très possible que ce soit vrai, tu vois. Et dans le premier chapitre de Bran, tu sais, il dit oui, la vieille Nan m'a raconté des enfants avec des ghouls, des géants, je sais pas quoi. Donc on a déjà la mention, on n'a jamais su si c'était vrai ou pas, mais visiblement, les géants ont l'air d'exister au-delà du mur. Ouais. De la vue de ses yeux, elle a pas l'air de mytho, quoi. Mais je suis marre parce que ça a un peu l'air comme Narnia, tu vois, au-delà du mur. Dans le sens, tu dépasses tu franchis le placard. Voilà. Tu vois des centaures, ça te paraît normal. Ça a l'air d'être dingue, hein. Non, mais même, tu sais, dans le chapitre d'Arya, tu sais, tu pars sur les îles d'été, t'as des espèces de singes, tu vois, t'as des espèces exotiques un peu partout. Ouais, bon, ça, je me doute, c'est juste un climat tropical, tu vois. Mais j'avoue, au-delà du mur, c'est un mystique, quand même. Hein. Ouais, ça la brossant de ouf. Tous ces livres fascinaient Sam, mais John y trouvait guère intérêt. Sam considérait ces livres comme des trésors, tandis que John considérait que les trésors étaient l'or, l'argent et les joyaux. Et là, bon, on se dit, voilà le capitalisme. Voilà une personne, en plus John est lettré, c'est ça le problème. C'est que tu te dis, normalement on aurait dû lui dire que voilà, les livres sont des trésors. Ce sont des traces du temps passé. Et que John, tu me diras, il est jeune, mais que John ne comprenne pas la valeur que les livres peuvent avoir. Ouais, il a été élevé par Eddard quand même. Oh, on est où là? Mais c'est vrai que dans cette partie, tu sens l'amour que Sam a pour les livres. Tu sais, c'est le premier moment où tu sens qu'il attache vachement d'importance à... Ouais, lui, il voit un ticket de caisse, il est... Ouais. Genre, il est en extase. Il est, waouh! Mais d'ailleurs, ça, c'est bizarre. Enfin, j'y pense maintenant, mais c'est le premier moment où tu le sens vachement volontaire, en fait. Où tu le sens qu'il prend plaisir à se mettre en avant, ouais. Parce que dès que John lui dit, oui, qui trouverait de l'intérêt à tous ces yeux gribouillés? Et t'as Sam qui répond du tac au tac, moi. Genre. Avant de clore cette partie, notons que cette bibliothèque a l'air extraordinaire, quand même.
Ça aurait des dessins représentant les faces des arbres-cœurs et un bouquin consacré à la langue des enfants de la forêt. Je crois qu'on n'a jamais parlé. Et ça m'avait pensé, quand je l'ai noté, à, comment dire, au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on sait que Tolkien était un linguiste, et que c'est à partir de cette langue qu'il a créé tout le... L'elfique. Ouais. Et tu te dis, est-ce que Martin va faire la même, dans le sens, est-ce qu'il va créer des langues spéciales pour les enfants de la forêt? En tout cas, ça avait l'air très cohérent dans la série, quand le Dothraki, ouais. Et le Valérien. Ouais, le haut Valérien, le etc. haut Valérien, c'était très... Et enfin, des fois, il y avait des mots, des fois, tu chopais quelques mots avec les sous-titres et tout, tu savais qu'il y avait des mots, c'était pas du bullshit, quoi. Non, mais ils avaient fait appel à un vrai linguiste pour écrire les langues. Mais pour les enfants de la forêt, de toute façon, on va pas tellement spoiler, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de mention de langue particulière, tu vois, par rapport à eux, je crois. Hein. Il y avait aussi des ouvrages que ne possèdent pas la citadelle, et même des rouleaux de l'ancienne Valyria. Donc tu comprends pas trop comment tout ça s'est arrivé jusqu'au mur. Je veux dire, à quel moment, tu vois, on sent que la garde de nuit, c'est quand même un ordre très ancien, mais c'est quand même étonnant qu'ils possèdent autant de trésors, quoi, en termes de livres, en termes de bouquins. C'est pas étonnant. Enfin, concernant le... Mais après, qui pourrait lire à la garde de nuit, tu vois, parce que là, en fait, ça a l'air tellement d'être des illettrés, ou des, tu vois, des clochards, un peu. En fait, si une bibliothèque aussi riche, c'est représentatif que la garde de nuit, c'est quand même a un héritage qui est vraiment conséquent, et que c'est pas juste... Ouais, on sent que avant c'était l'élite. Ouais. Et depuis, ça a bien dégringolé, quoi. Ouais. Ça a vraiment dégringolé. Et après, je me suis dit aussi que peut-être le froid, vu qu'il fait extrêmement froid, ça a aidé à conserver tous ces parchemins, tu vois, toutes ces pages, etc. C'est un froid sec, très probablement. Après, je me suis juste noté ça comme ça, tu vois, mais... Alors, ça évite, je sais pas. Bah, ça doit plus aider à la conservation, en tout cas. Des aliments, mais du papier, Après, si ça empêche... si ça dissuade des insectes de venir, je sais pas. Franchement, là, t'es en train de me plonger dans un truc, je suis en train de réfléchir trop pour rien. On en apprend un peu plus sur la prochaine expédition au-delà du mur qu'organise le Lord Commandant. Il va emmener 200 hommes, dont 150 seront des patrouilleurs, et sera rejoint plus tard par Corinne Miman, qui va amener de Tour-Ombreuse une centaine de frères supplémentaires. Donc 200 hommes, sachant qu'on sait qu'à Château-Noir, je crois qu'il y avait 500 hommes. Oui, c'est ça, il y avait 500 hommes à Château-Noir. Donc du coup, ouais, il va en amener près de la moitié, quoi. Alors leurs forces, elles seront bien diminuées à Château-Noir. Ouais. Et alors, petite note par rapport à Corinne Miman. Ça, c'est quelque chose qui me saoule particulièrement. Parce que dans le premier tome, on en a parlé 2 fois de Corinne Miman. La première fois pour dire que Jarmormont l'avait envoyé chercher Benjen Stark. La deuxième fois pour nous dire qu'un captif sauvageon avait informé Corinne que Mance Rider, donc le roi d'au-delà du mur, était en train de masser son peuple dans un nouveau repère secret de son invention. Et à sa première mention... De masser son peuple. Ouais. On est où, en Thaïlande? Non, mais non, mais tu masses ton peuple, genre, tu le réunis. Je vais réunir son peuple. Masser son peuple. À sa première mention, son nom n'avait pas été traduit, donc on l'avait appelé Corinne Alfend. Ouais, ça, on a eu encore... À sa deuxième mention, son nom a été traduit dans le même tome, hein. Dans le tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, première mention Corinne Alfend, deuxième mention Corinne Miman. Et quelle ne fut pas surprise quand je l'ai pas retrouvé dans mes notes avec CTRL F, donc la fonction recherchée. Donc je me suis dit, c'est chelou, parce que je sais pertinemment qu'on a parlé de Corinne Miman. Je tape Corinne, je vois pas, aucun résultat. Je tape Corinne dans les livres, aucun résultat. Je me dis, mais attends, mais comment c'est possible? Et là, je recherche avec Alfend, et en fait, dans le premier tome, en fait, ils ont pas écrit Corinne de la même façon que dans le deuxième tome. Ils sont dans l'abus. Dans le premier tome, ils ont écrit Corinne, Q-U-O-R-I-N, et à partir de maintenant, du deuxième tome, on écrit Q-H-O-R-I-N. C'est-à-dire que les mecs qui font pas attention, ils peuvent dire que c'est 3 personnes différentes, tu vois. Tu veux dire Corinne Alfend, Corinne Miman, et Corinne Miman avec une 3e orthographe. Donc, non, ça c'est vraiment... Pygmalion, les éditeurs? Ouais. Forceurs. Vraiment des forceurs. Après, je crois qu'on avait déjà parlé en disant que
je crois qu'il y avait un truc avec la traduction, disons que tu pouvais pas changer la traduction avant un certain moment. Il y avait des contrats, etc. Et genre, ça pouvait durer jusqu'à 50 ans, genre. Jean Sola est mort, ouais. Ouais, mais bon, ça peut aller au-delà de sa mort, hein. Mais jusque là, voilà quoi. Non, mais ça peut être compliqué de s'y retrouver si les noms sont pas écrits de la même façon à 3 moments différents. Complexe. Sam était obligé de venir, car dû à sa cécité et à sa santé précaire, le maître Aemon ne pourrait plus assurer la fonction de lire et écrire des messages en s'aidant des oiseaux. La bibliothèque de la garde de nuit débouchait sur un tunnel, un des tunnels qui sinuait sous terre pour relier les différents bâtiments de Château Noir. L'été, on les empruntait rarement, mais quand venait l'hiver, bien heureux ceux qui sortaient sous 50 pieds de neige au dehors. Beaucoup de leurs camarades étaient partis à la Mole, soit pour boire, soit pour assouvir leurs désirs charnels, parce qu'on sait que la Mole, c'est un village qui se trouve à proximité du mur, et où se trouve ce que les membres de la garde de nuit appellent les trésors de la Mole, c'est-à-dire des prostituées. Chacun sa définition des trésors, visiblement. Mais Sam avait trop peur des putes, et John voulait respecter ses vœux. On a l'impression que John c'est le seul qui respecte ses vœux, non? Ouais. Il le dit à la fin, genre vraiment, si on me donnait un homme pour chaque serment brisé... je sais plus, je sais plus c'est quoi sa conclusion, mais oui. Il dirait... ouais, il y aurait beaucoup de gens, quoi. Oui, mais je crois que dans les vœux, c'est juste, je n'aurai point de femme et je n'engendrerai d'enfants, tu vois. Après, bon, c'est sûr que par rapport à la femme, ça peut être clair, il n'y a pas de femme, hein. Par rapport aux enfants, c'est un peu plus compliqué. Mm. Mais en fait, je crois dans la série, par contre, c'est dit que, je crois que c'est un peu plus explicité en disant que John, en gros, il voulait pas faire naître un bâtard, parce qu'il voulait pas faire vivre à son enfant ce que lui avait vécu à Winterfell. Mais là, c'est une explication un peu plus simple, quoi. John ne voulait pas non plus aller au septuaire, car ce n'était pas ses dieux. Les siens à lui résidaient au-delà du mur. Dans la cour de l'Armurerie, Andrew Torse, le nouveau maître d'armes de Château Noir, depuis le départ de Sir Alistair Thorne pour la capitale, entraînait de nouvelles recrues amenées par Conwy, l'un des membres de la garde de nuit itinérant, parcourant les 7 couronnes en quête d'hommes pour le mur. On en connaît un autre? Guillaume, tu peux rappeler qui c'est? Yoren. Conwy les avait récupérés dans le cachot d'un lord des environs de Goéville. Donc on avait déjà parlé de Goéville, hein. C'est une ville qui se situe au sud du Val d'Arin, et Catelyn était passé par là, puis par Blancport pour rejoindre Robb à Moat Cailin au niveau du neck, pardon. Ce maître d'armes, Andrew Torse, était plus aimable qu'Alistair Thorne, mais ses cours n'en étaient pas moins difficiles. John avait aussi appris que son frère Robb s'était auto-proclamé roi du Nord. Ses sentiments étaient partagés quant à ce sujet, mais il pensait au final que Robb ferait un bon roi. Faut voir, lui répondit Donald Noyle, l'armurier de Château Noir. Je l'espère, mon garçon, mais j'aurais dit pareil de Robert, autrefois. Je puis témoigner, la couronne avait définitivement altéré Robert. Certains hommes sont comme les épées, faits pour le combat, raccroche-les, ils se rouillent. Et bon, c'est un peu ce qu'on disait hein, de Robert dans les premiers épisodes de ce podcast, quoi. Ouais, mais je pense que les gens pensent beaucoup que c'est parce qu'il a raccroché les armes, mais je pense que vraiment la mort de Lyanna, c'est vraiment ce qui a eu raison. Je pense qu'honnêtement, avec Lyanna à ses côtés, s'il avait vécu un mariage heureux avec Lyanna, etc., il aurait été un roi amplement meilleur. Parce que Bobby B dans mon cœur, mais il était infiniment triste, ce Robert, hein. Infiniment triste. Il comblait son vide avec tout ce qu'il pouvait, quoi. On apprend d'ailleurs que c'est ce Donald Noyle qui a formé la masse d'armes de Robert. On savait, de par le premier tome, qu'il avait participé au siège d'Accalmie, et c'est là-bas qu'il avait perdu son bras. Mais on apprend aujourd'hui que c'était l'armurier désigné des Baratheon et d'Accalmie. Il avait même connu le feu Lord Stephen Baratheon, et avait vu naître chacun de ses fils, Robert, Stannis et Renly. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler quand on a parlé de Lord Stephen Baratheon? Je me demande si dans le prélude on en a pas parlé avec le fait qu'il soit qu'il est mort en mer
Exactement. Et que Bariol a survécu à ce naufrage et qu'il est revenu complètement timbré. Exactement. En fait, c'était, pour te rappeler, le feu roi Aerys de Targaryen, qu'il avait envoyé en mission en Essos pour chercher un parti, en fait, à son fils Rhaegar. Et il était revenu bredouille, mais il avait trouvé là-bas en Essos ce Bariol, ce fou. Et donc quand il était revenu au niveau de Calmy, il s'était noyé au niveau de ce qu'on appelle la baie des naufrageurs. Ouais. Ah oui, et justement, il est allé à Essos pour trouver quelqu'un d'ascendance valérienne. Ouais. Mais bon, du coup, il en a pas trouvé. Donc oui, il était parti en plus avec sa femme. Donc en fait, les deux parents de Robert, Stannis et Renly sont morts en même temps dans la baie des naufrageurs. Ça fait plaisir. Donc ce Don Heinleul connaît très bien chacun d'entre eux, hein, de ses 3 fils, et on donne une description à Jon en accord avec ses talents d'armurier. Donc Guillaume, je te laisse nous énoncer la description de Don Heinleul. Ouais. Donc pour lui, Robert, c'est de l'acier. Alors il précise pas exactement les caractéristiques de l'acier, mais je comprends bien que c'est genre il est fait pour le combat, quoi. Ouais, il est fait pour le combat, que l'acier c'est quoi, c'est un mélange de fer et de carbone, donc ouais. C'est résistant, c'est endurant, c'est à toute épreuve, quoi. C'est un homme à toute épreuve. Stannis, c'est le fer qui est extrêmement dur, mais qui casse plutôt qu'il est plié, contrairement à l'acier qui peut être plus souple. Parfois, ça dépend. Et Renly, c'est du cuivre, c'est joli à regarder, mais ça, en vérité, n'a pas de valeur. Ça, c'est parce que ils ont pas découvert l'électricité. Ça, je peux te le dire. Parce qu'aujourd'hui, les mecs qui vont sur les... Non, les mecs qui arrachent les câbles électriques pour les revendre chez le ferrailleur, oui. On connaît, hein. Je te jure, une fois, je suis allé... c'était mon auto-école, ils disent... on n'a plus internet, on n'a plus d'électricité parce qu'il y a genre... Ils ont coupé les fils de cuivre. Ouais, ils sont venus, ils ont arraché les fils de cuivre et tout, on n'a plus rien, genre. En plus, ils le font encore sur la fibre. Hein. Des fois, ils coupent les fils de la fibre et tout, genre. Mais alors que ça a pas de valeur, la fibre. Je crois qu'il le fait sur les câbles d'ADSL. Je pense que les câbles ADSL, la fibre, ça a pas de valeur, je pense pas. Après avoir parlé de Robb comme roi à Don Heinleul, Jon pensa que celui-ci devait considérer Joffrey comme étant le roi légitime et Robb un traître, comme l'armurier était un ancien homme des Baratheons. On comprend qu'il existe un accord tacite à la garde de nuit où personne ne parle des guerres en cours, car chacun avait encore un amour pour son ancienne patrie, même après avoir rejoint le mur. La garde de nuit se devait d'être un ordre impartial, car elle combattait un danger plus grand encore. Donc on voit que la nouvelle que Joffrey n'est pas l'enfant de Robert, n'a pas fait le tour des 7 couronnes. Mais je me rappelle qu'on se demandait déjà à l'époque comment Ned il comptait déjà le prouver et en plus le partager à l'ensemble de la population, quoi, pour délégitimer Joffrey et Tommen et Myrcella par extension. Mais du coup, oui, sûrement que Don Heinleul, du coup, ça doit être un sympathisant des Baratheons et pour lui Joffrey c'est le vrai roi, quoi. C'est le fils de Robert. Ça va être difficile pour dire qui c'est maintenant en fait, hein. Qui sait maintenant que tu vois. Parce que là, est-ce que parmi les ennemis de Joffrey, il y en a un qui est au courant du fait que, tu vois, parce que Renly, on n'a pas Stannis, il sait. Stannis, il sait, vu qu'on sait qu'il a fait les enquêtes avec Jon Arryn. Mais par exemple, Renly, on n'a pas d'indication qu'il puisse savoir. Robb, c'est comment il pourrait savoir, quoi. Donc c'est complexe. En fait, il y a que Stannis qui peut agir à ce niveau-là maintenant. Ils ont des sympathisants, mais en plus, je pense que la réputation de Joffrey comme un grand psychopathe n'a pas encore fait le tour du royaume. Donc, oui, il doit sûrement... Oui, pour l'instant, le peuple, tu vois... Il doit considérer Joffrey comme légitime. Après, je pense que il va se bâtir une sacrée réputation avec le temps, à mon avis. Jon et Sam entrèrent ensuite dans les appartements de Jeor Mormont, le lord commandant de la garde de nuit. Il était en pleine conversation avec un homme à coquine avec Alistair Thorne, Torren Petitbois, qui, comme l'ancien maître d'armes, leur voit une certaine antipathie. Donc c'est la première mention de ce Torren Petitbois.
On comprend que le sujet de la dispute qui anime Thorin Petitbois et Jean Mormont, c'est que, selon le premier, c'est à lui, après la disparition de Benjen Stark et la mort de Sir Jeremy Riker, oui, parce que, en fait, à la disparition de Benjen Stark, je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, mais en gros, Jeremy Riker, il avait été nommé quelque temps après, premier patrouilleur de la garde de nuit. Du coup, après la disparition des deux, ça serait à Thorin Petitbois qu'échouerait le commandement des patrouilleurs. Mais Jérôme Mormont ne l'entend pas de cette oreille et souhaite commander lui-même cette expédition. Le vieil homme semble même touché que Thorin lui reproche sa vieillesse pour effectuer cette tâche. Donc c'est vraiment un point sensible pour lui, genre, tu sais, il s'énerve quand tu dis trop vieux. Moi, trop vieux? Trop vieux. Après avoir remercié Sam pour les cartes, donc en quelques grognements, Jérôme Mormont discute quelque temps avec le Jon Snow. Il lui explique qu'il va envoyer un émissaire auprès du roi Renly afin d'obtenir des hommes, des chevaux, des armures, etc. La garde de nuit demande à tout le monde et reçoit de tout le monde. Jon rassure le commandant en lui assurant que sa main va mieux et qu'il peut à présent manier Grongriff. Est-ce que tu peux rappeler comment il s'est blessé à la main, Jon? Il s'est pas brûlé avec pendant le combat contre le... Comment il s'appelait déjà le... Son nom est pas très important, mais le membre de la garde de nuit qui est revenu d'entre les morts. Ah ouais, là je m'en souviens plus, ouais. Et pendant le combat, je crois qu'il a utilisé une lampe à huile pour l'enflammer, et il s'est brûlé la main comme ça. Exactement. Le maître Aemon a d'ailleurs donné à Jon un baume à emporter et lui a montré des exercices afin de travailler la souplesse de sa main. Jérôme Mormont apprend alors à Jon que le maître Aemon aurait pu régner. Et alors là, bon, soit vous avez écouté l'épisode concernant le chapitre 60, donc Jon 8 de Game of Thrones, ou nos épisodes sur le Chevalier errant, plus même nos épisodes sur le Chevalier errant, parce que sinon cette partie elle sera pas simple à comprendre. Et je pense que si vous avez jamais lu les livres, en fait même si vous les relisez, mais que soit vous avez pas fait l'effort de retenir, soit vous avez pas lu le Chevalier errant, cette partie elle peut être très 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 complexe à comprendre. Et ça fait un peu écho à ce qu'on disait au tout début de l'épisode. Et c'est là où je pense qu'on peut comprendre pourquoi ce chapitre a été complètement zappé de la série, quoi. Ouais. Donc Guillaume, du coup, tu penses quoi par rapport à ça? Avant qu'on entre plus en détail par rapport au prochain paragraphe. Ça dépend. C'est difficile pour moi d'avoir un avis, sachant que j'ai pas lu les 5 tomes. Que je sais pas l'impact que ça peut avoir je connais pas l'impact que ça peut avoir sur la suite des événements. Mais en tout cas, oui, c'est une partie intéressante de l'univers de l'univers qui est négligé, mais quand il y a une adaptation, il y a des choix qu'il faut faire, et effectivement, et en fonction de l'importance que ça a vraiment dans la saga principale, l'influence que ça a dans la saga principale, ça peut être légitime ou pas de l'enlever de la série. Mais vu que je ne connais pas l'histoire jusqu'au 5e tome, voire jusqu'à la fin de la saga, je peux pas juger si c'était une bonne idée ou pas d'enlever ça. Ouais. Mais donc en fait je peux pas juger. Après j'aime beaucoup cette histoire de Dunk et connaître la suite enfin le destin des personnages qui sont mentionnés dans les chroniques du Chevalier errant. Mais ensuite je peux pas dire si c'était une bonne ou une bonne idée, enfin j'ai pas d'opinion dessus. D'accord. Mais non, mais c'est vraiment intéressant de justement d'expliquer pourquoi tu peux pas avoir d'opinion dessus pour l'instant, mais tu sens que t'en as quand même une, quoi. Je suis même pas capable de dire que c'est dommage, quoi. Ouais. Après toi tu me fais sous-entendre que quand même ça a une importance, donc je me dis bon, c'est dommage. Mais après mais imaginons par exemple, il y a des choix qu'il faut faire, et si ça a une influence, bah alors imaginons par exemple que c'est pas d'influence, aucune. Est-ce que tu dirais c'est un choix compréhensible et c'est même un choix qui est justifié et qui peut qui peut même être agréable. Si ça n'a aucune influence, c'est pas grave, parce que rajouter de construire de l'univers juste pour construire de l'univers, ça a pas vraiment de... Ça peut rendre l'univers plus palpable, mais en fait
je pense le média série et film, il y a on a un espèce de temps de cerveau disponible qui n'est pas le même qu'avec un livre. Ouais, ça serait plus compliqué. Un livre, on est prêt, on est prêt quand on lit un livre en général, on est prêt à lire longtemps, et même. On peut s'arrêter. Ouais, et même ça dépend comment c'est. Enfin, au cinéma, il y a une question de budget aussi. Une question de budget. Si c'est pour exposer juste avec un discours, un monologue, c'est pas une bonne idée d'adaptation cinéma. Le cinéma, il faut montrer les choses, faut pas prendre un personnage qui raconte sa life comme ça. Et donc ça impliquerait genre recruter plein d'acteurs pour Arion, pour machin, tu vois, c'est un enfer. C'est pas pareil. Ouais. Si tu construire un univers, c'est très difficile de créer un univers cohérent, visuel et tout, c'est pas pareil. C'est pas aussi. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est tout le travail d'adaptation quoi. Donc, bon, pour l'instant, vous n'avez pas trop dû comprendre de quoi on parlait, mais juste on disait que de toute façon, si vous n'avez pas compris de quoi on parlait maintenant, ça va être plus compliqué à comprendre de quoi on parlait. C'est qu'ils n'ont pas lu le chapitre. C'est que vous n'avez pas lu le chapitre. Donc on va être un peu plus explicite. Donc oui, George Mormont apprend à Jon que le Maître Aemon aurait pu régner, et donc pour ça, il lui expose, en fait, l'histoire Targaryen. Une partie de l'histoire Targaryen, en fait. Et c'est pour ça que je dis, en fait, on en a parlé un peu lors du chapitre 60 de Game of Thrones, donc Jon 8, et on en a beaucoup parlé dans nos épisodes sur le Chevalier Errant. Mais j'aime bien le fait que maintenant, tu vois, on peut dire CF, écoutez notre chapitre, machin, pour bien comprendre, quoi. Ouais. Donc George Mormont présente à Jon la lignée Targaryenne afin que celui-ci puisse comprendre comment cela était possible. Comment le Maître Aemon aurait pu monter sur le trône de fer. Alors, il faut partir du roi d'Aeron II Targaryen, le roi qui a réuni Dorne à la couronne par le mariage avec la princesse Maria Martell de Dorne. Ça, si vous êtes des habitués du podcast, si vous nous avez écouté, on en a déjà parlé quelques fois. Quelques fois, on l'a mentionné. La princesse Maria de Dorne donna 4 fils au roi d'Aeron II, qu'on connaît grâce à la nouvelle du Chevalier Errant. Donc Guillaume, je te laisse les citer. On a Baelor, le fameux brise-lance, mort pour Duncan. Aerys I, Rhaegal. Aerys I et Rhaegal qu'on n'a pas rencontré dans la nouvelle. Non. Et Mekar I qu'on a rencontré dans la nouvelle et qui a tué son frère pendant le tournoi. Exactement. Alors Aerys I et Rhaegal, on ne les a pas vus, mais ils ont été cités durant la nouvelle. Oui, ils ont été cités. Il y en a un qui est teubé, et l'autre, je sais plus quoi. Et l'autre, il est trop dans les livres. Ouais, ok. Et oui, en fait, ils ont été cités pour dire justement, la nouvelle se déroulait lors d'un tournoi à Sandregué, et en fait, ils ont été cités pour dire qu'en fait, de toute façon, eux, ils appartenaient pas au monde des tournois. Ouais, et que Baelor et Mekar, ils étaient plus rivaux, autant personnellement que sur les enfants. Genre, mes enfants, ils sont meilleurs que tes enfants. C'est ça, ouais. Une relation familiale saine. Et donc, pour en revenir sur le Maître Aemon, lui, le Maître Aemon, en fait, c'est le 3e fils du 4e fils du roi d'Aeron II, Mekar Ier Targaryen. Donc là, je vais vous faire plus simple. Le roi d'Aeron II, celui qui a réuni Dorne à la couronne, il a eu plusieurs fils, 4 fils, et son 4e fils, Mekar Ier Targaryen, le futur roi Mekar, il a eu 4 fils aussi. A eu 4 fils aussi. Et le Maître Aemon, c'est le 3e fils de ce roi Mekar Ier. Jon se rappelle ensuite que le maître fut nommé d'après Aemon Chevalier Dragon, et George Mormont lui explique que certains attribuent la paternité du roi d'Aeron II non pas à Aegon IV, dit Aegon l'Indigne, mais à son frère Aemon Chevalier Dragon. Ça, pareil, si vous êtes des habitués du podcast, si vous... On en a déjà parlé, pas en détail, mais bon. Alors Guillaume, est-ce que tu peux en gros resituer le truc ? En gros, le père de Daeron II, c'est Aegon IV, dit l'Indigne, qui maria sa sœur... Comment elle s'appelle déjà ? La reine Naerys. La reine Naerys. Et dans la garde royale, il y avait le frère de Aegon, qui était chevalier dragon Aemon. Aemon Chevalier Dragon.
et visiblement on soupçonne une liaison hors mariage du coup entre Nyris et Aemon, et donc il y a un doute sur la paternité de Daeron 2. Exactement. Est-ce que le daron c'est Aegon ou c'est Aemon? Tout bien compris. Mais bref, revenons sur le maître Aemon. Il était loin dans la ligne de succession, et comme il présentait pas de talent pour l'épée, aussi l'envoyait-on à la citadelle devenir maître, comme il présentait un certain amour pour les livres. Maintenant, repartons à partir du roi Daeron II. Lors de son règne, son premier fils et héritier, Baelor Targaryen dit Brise-Lance, fut tué lors d'un tournoi, et cette mort est un événement majeur de la nouvelle du Chevalier Errant, donc dont on a fait des épisodes. Les deux fils de Baelor Brise-Lance, donc Valar Targaryen qu'on avait vu dans la nouvelle du Chevalier Errant, et Mataris Targaryen dont on avait entendu parler dans cette même nouvelle, le suivirent rapidement dans la mort, dû au fameux fléau de printemps, de même que le roi Daeron II. Donc Daeron II, voilà, le grand roi, il est mort durant ce fléau de printemps, ainsi que ses petits-fils, donc les fils de Baelor Brise-Lance, qui se nommaient Valar et Mataris. Alors le fléau de printemps, on a l'impression que c'est... Le Covid. Ouais, voilà. C'est le Covid, c'est ça. C'est une grosse grippe, type, tu vois, type la peste, le choléra, quelque chose comme ça, quoi. Donc, à la mort de Daeron II, la couronne échut au deuxième fils de Daeron II, Aerys Ier Targaryen. Le roi Aerys Ier Targaryen y régna 10 ou 12 années jusqu'à son décès. Et le prochain héritier fut alors le roi Mekar Ier. Rhaegal nique sa mère. Genre, c'est vrai, ils disent pas, genre, il est mort, ou alors Ouais. on l'a carrément zappé, ou... C'est vrai qu'ils disent pas comment on est passé justement de Aerys à Mekar. Parce que du coup, Aerys c'est le deuxième, Rhaegal c'est le troisième, et Mekar c'est le quatrième. Donc, soit on l'a zappé, soit il est mort. Et encore, ça se trouve, il avait des enfants, Rhaegal, mais tu vois. Pareil pour Aerys. Ça se trouve, non, en fait, on dit dans le texte que faute d'héritier direct. Donc on sait que Aerys Targaryen, il avait pas d'enfant. En revanche, pour Rhaegal et pour ses héritiers, ça on sait pas. C'est pas dit dans le chapitre. Le prochain héritier fut alors le roi Mekar Ier. Donc pareil, si vous avez écouté le podcast plus longtemps, on a déjà parlé de roi Mekar Ier. Et il y a un événement par rapport à son règne qui s'appelle le grand été du roi Mekar. Et c'est le grand maître Païssé qui en avait parlé. Ouais. Il disait qu'il l'avait vécu dans son enfance. Sauf que le fils aîné de Mekar Ier, Daeron l'Ivrogne, mourut d'une vérole due à une pute, et le second fils de Mekar Ier, celui qu'on appelle Aerion le Flamboyant, car il se prenait pour un dragon, descendit un soir une bouteille de feu grégeois, ce qui ne le transforme pas en dragon, contrairement à ses souhaits, mais en cadavre. Franchement, quand tu connais Aerion, oh, t'es la chair. Ah, franchement, t'es là bien... Voilà, alors pour préciser, justement, les deux fils dont on parlait de Mekar Ier. Daeron, je suis un peu miskin, tu vois, je dirais, genre miskin. Voilà. Donc Daeron et Aerion, on les avait vus dans la nouvelle du Chevalier Errant. Alors Daeron, on se rappelle particulièrement parce qu'il avait fait un rêve par rapport à Dunk, où il avait vu justement terrasser un dragon, quelque chose comme ça. En fait, il avait vu un dragon mort et Dunk qui était vivant par-dessus lui, quoi. Et à ce moment-là, il faudrait écouter nos épisodes, mais on avait pensé que c'était par rapport à justement la mort de Baelor Brise-Lance, hein, le fils aîné de Daeron II, qui était mort durant le tournoi qui se déroulait lors de la nouvelle, mais peut-être qu'il se passe quelque chose après et dont on n'est pas encore au courant. En revanche, on a aussi rencontré Aerion, et Aerion c'était vraiment un fils de pute dans la nouvelle, quoi. Horrible. Ah, non mais il était fucked up, genre il voulait couper les couilles de Aegon pour lui pour en faire une sœur qui va marier, horrible. Ouais, il est fucked up. Et d'ailleurs à la fin de la nouvelle on l'avait laissé, il était parti, c'est le roi Mekar, il avait banni Alice pour pour banni Alice quelque temps pour se repentir de ses conneries, quoi. Ouais, se repentir auprès de prostituées, c'est bizarre comme concept. Faudrait qu'on m'explique.
Mais donc, du coup, oui, pendant son règne, Mécare Ier, il a perdu 2 de ses fils et héritiers. Le roi Mécare a mouru 1 an après, contre un seigneur en rupture de ban. T'imagines, Mécare, genre, on vient, on le réveille, on fait, monsieur, genre, il y a une urgence et tout, fils, votre fils est dans un état critique et tout, il a fait quoi? Il a bu du feu grégeois. Putain. Et il est désespéré. Ah non, mais vraiment la mort. Et puis, genre, il a dit, j'ai tout fait! J'ai tout fait, genre! En même temps, on voit qu'il y a beaucoup de fous dans la famille Targaryen, et après je me dis, ouais, mais c'est vrai qu'ils sont quand même tous incestueux entre eux, donc ouais, il y a des gènes... Peut-être que vous avez fait, quoi. Il y a des chromosomes en trop, non? Il y a des chromosomes en trop. Non, parce que bon, Daeron l'ivrogne, Aeron le flamboyant, bon, tu vois que même à côté et tout, il y a des gens qui sont pas très nets, faibles d'esprit, je sais pas quoi. Tu dis que voilà, c'est pas très du hasard tout ça. Mais du coup, juste le truc, il est mort contre un seigneur en rupture de ban. Ça paraît quand même assez chelou, genre que ça soit lui qui soit, tu vois. C'est-à-dire que c'est un seigneur en rupture de ban, genre, bon, que ça donne Osef, tu vois, à moins que ce soit un seigneur très important, tu vois. Mais pourquoi ça soit lui qui serait mort par... Tu vois, pourquoi ça serait lui qui allait directement au devant de la guerre, tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des rois comme ça, hein. Ouais, donc Mécare, il devait être... C'est vrai que dans la nouvelle, il me paraissait quand même assez belliqueux, hein, Mécare. Dans le sens, il avait le sang chaud. Ouais. Et donc, après la mort du roi Mécare, se tint cette année-là ce qu'on appelle un grand conseil. Donc, les grands seigneurs passèrent... En fait, de ce qu'on comprend, le grand conseil, c'est en gros, c'est les grands seigneurs de Westeros. Quand il y a un problème au niveau de l'héritier du trône, ils se réunissent pour désigner le prochain, quoi. Ce qui se passe dans la série, à la fin de la série, ouais, tout à la fin, ouais. Il y a un grand conseil. Exactement, ouais. Donc une intervention incroyable de Edmure Tully. Donc les grands seigneurs passèrent au-dessus de la fille de Daeron l'ivrogne, qui était faible d'esprit, en plus d'être une fille. Donc tu comprends que le fait d'être une fille, ça doit être ça doit être niqué au niveau de ce grand conseil, quoi. C'est vraiment un comment dire, un ouais, c'est même niveau que Teubé, tu vois, c'est pareil. Tu sais, ça me fait penser, je sais pas si tu te rappelles, ça fait longtemps, mais en gros, tu sais, genre quand Khal Drogo dans le tome 1, Daenerys était enceinte, genre il y avait des prières et tout, et tu sais, prier pour que et genre machin, et tu sais oui, bon, prions pour que ce soit pas un handicapé. Ou pire. Ou pire, une fille. Donc voilà, on est passé au-dessus de la fille de Daeron l'ivrogne. Et au-dessus du fils d'Aerion le flamboyant. Alors du coup, pour la fille de Daeron, c'est indiqué les raisons. Mais par contre, c'est pas très en fait, c'est pas du tout indiqué pourquoi on est passé au-dessus du fils d'Aerion le flamboyant. Mais en tout cas, on est passé au-dessus de lui. Ouais, mais ils ont vu le daron, ils ont fait vas-y. Ils ont fait vas-y. On prend pas de risque. On prend pas de risque. Le gars, il avait 5 chromosomes 17. C'est pas... Ils proposèrent donc la couronne au maître Aemon, qui la refusa, justifiant que les dieux l'avaient voué à servir. Alors, c'est au 4e fils de Mécare qu'on offrit la couronne, celui qu'on connaîtra sous le nom d'Aegon V Targaryen, dit l'invraisemblable, et que le lecteur de la nouvelle du Chevalier Errant connaît sous le nom de Aeg. Et là tu dis, la boucle est bouclée. Et donc c'est ce que je te disais, Guillaume, enfin en off, mais même, est-ce que je vous dis maintenant à vous les auteurs, c'est vraiment, je pense que quand tu lis ce chapitre sans avoir lu la nouvelle, et quand tu lis comme ça, et moi c'est la première, moi je me rappelle que c'est comme ça que je l'ai lu, je me dis, mais... tu souffles, quoi. À quoi ça sert? Pourquoi? C'est vrai, c'est trop. Ouais. Tu comprends. Il y a trop de noms. Tu les comprends pas. Tu les retiens pas. À moins que tu te forces à faire un arbre généalogique et encore même avec un arbre généalogique, je suis même pas sûr que tu puisses tout comprendre. En faisant le machin. Et vraiment, tu te dis, mais pourquoi je devrais retenir tout ça, quoi? Ça me sert à quoi? Non, là, ça devient, quand t'as lu la nouvelle. Après, la nouvelle, c'est pas évident non plus, hein. Si tu regardes pas l'arbre, ouais, mais là, ça se fait quand même. Ça se fait quand même, ça se fait. Ça se fait, tu peux, en lisant la nouvelle, tu peux quand même bien apprendre des chapitres. Même s'il peut te manquer quelque chose, si t'as pas fait l'effort, tu peux la comprendre. Mais franchement, si t'as pas lu la nouvelle, moi je me rappelle ma première lecture, c'est même pas que tu t'en fous, tu vois, mais tu te dis, il y a de l'action principale et tout, tu me sors du background, tu sais même pas à quoi ça sert, ok, tu veux étoffer l'univers, mais est-ce que vraiment ça va être utile pour la suite, j'en sais rien.
Et en plus, c'est compliqué. Ouais, il y a un juste milieu entre étoffer l'univers pour étoffer son univers et étoffer l'univers pour le rendre plus palpable, plus cohérent, et en même temps, faut quand même que ça serve à l'histoire un peu, quoi. Ouais. Parce que je pense que tout auteur peut étoffer son univers autant qu'il veut, mais le rendre boucler les boucles, voilà, c'est ça. Ouais. Boucler les boucles, c'est une autre paire de manches. Et mais le problème, c'est même pour ça une des raisons qui m'ont poussé à lancer le podcast avec toi. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui étaient balancés et qui en fait qui servaient, mais vas-y, il faut faire l'effort pour les retenir, il faut faire l'effort pour faire le lien après, quoi. Mais le truc, c'est que ça se voit tellement pas en fait au début que tu peux tellement passer à côté, et puis en fait tu passes outre d'une certaine profondeur de l'œuvre. C'est ça qui est dommage. Bref. Donc après que ce Bakugan 5, et donc du coup on comprend qu'on l'appelle l'invraisemblable, parce que du coup en fait c'est le quatrième fils d'un quatrième fils. C'est le quatrième fils de Mekar Ier qui était lui le quatrième fils de d'Eron 2. Et après le couronnement de Aig, le maître Aemon vint ensuite au mur, craignant qu'en restant à la cour, on l'utilise contre son frère. Quand Jon demande au Lord Commandant la raison de son récit sur le maître Aemon, celui-ci répond que Jon a ça de commun avec le maître, qu'il était à présent un frère de roi, et Jon rajoute qu'autre chose les rapprochait. Un serment à la garde de nuit. Bon, après, le chapitre, il se termine avec un paragraphe qui est très 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 cool, qui je trouve une vraie masterclass de Maître Aemon, enfin de George Mormont, mais bon, je savais pas trop comment l'aborder, mais tu sais, quand il évoque en fait la dualité en fait de la valeur qu'on peut accorder aux actions des membres de la garde de nuit et à ceux qui sont dans la royauté, en disant oui, Rob que tu vois là, lui il aura des enfants, lui il aura des habits, lui voilà, on célébrera ses exploits, tandis que toi, tu resteras au mur sans femme, sans enfant, machin, et dis-moi s'il y a pas quelque chose de fucked up, en fait, là-dedans, quoi. Ouais, en tout cas, ça... En tout cas, il lui met la vérité en face, mais c'est dur, hein. C'est dur, gros. Oui, il lui dit vraiment, fan, droit dans les yeux, toi, t'auras pas de gosse, toi, t'auras pas de femme, ton frère que tu vas là-bas, lui, on va tout lui célébrer, on va tout lui donner, il aura la nourriture, l'argent, la reconnaissance. Toi, tout le monde va t'oublier, tous tes fêtards, même s'ils sont exceptionnels, personne va se souvenir, et c'est comme ça. Mal au cul, hein. Mais voilà, on a terminé pour ce chapitre. C'est vrai je pense que l'épisode sera assez long, ouais. Mais je pense que c'était aussi nécessaire. Et puis c'était pour cet épisode qu'on a lu toute la nouvelle du Chevalier Errant, donc on espère que voilà. Ouais, c'était un peu l'urgence, on était obligé de passer par là. De lire, en tout cas de lire la nouvelle avant cet épisode précis. Ouais, parce que tu me diras, mais Guillaume, mais si t'avais pas lu la nouvelle, est-ce que je pense que ce chapitre t'aurait saoulé. Hein. Et il m'aurait saoulé de ouf. Ça m'aurait fait rire vite fait l'autre qui boit du feu grégeois, tu vois, mais après ça m'aurait saoulé. C'est compréhensible. Alors, petit ajout au cours de montage. Actuellement, en fait, avec ce chapitre, on est arrivé avec Guillaume au bout de tous les épisodes qu'on avait tournés. Alors je crois que dans les précédents chapitres, vous avez déjà expliqué la situation, mais en gros, pratiquement tous les chapitres que vous avez écoutés jusqu'à maintenant ont été tournés à la suite au cours de l'année 2021. Et du coup, ça fait depuis septembre qu'on n'a pas enregistré. Et là, c'était le dernier épisode qu'on avait en stock. Et maintenant, on n'en a plus du tout. Donc voilà, il va falloir qu'on retourne avec Guillaume. Le problème, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même configuration que celle dans laquelle on était l'année dernière. C'est pour qu'on n'a pas tourné depuis pratiquement 10 mois. Donc je ne sais pas quand sortira le prochain épisode. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire que si tout se goupille bien, pourquoi pas dans une semaine, mais ça pourrait être aussi dans un peu plus longtemps. Je pense au grand maximum d'ici septembre, mais sincèrement, j'en sais vraiment pas grand-chose. Donc voilà, il y aura peut-être une petite pause. Mais après, dès qu'on viendra de cette pause, dès que le prochain épisode sortira, on reviendra sur des bases un peu plus régulières, mais juste
le laps de temps entre ce chapitre et le prochain, je sais vraiment pas combien de temps il peut se passer. On va dire s'il y a un intervalle de 1 semaine à 2 mois, mais vraiment, j'en ai aucune idée. Là, voilà, avec Guillaume, on essaye de coordonner les choses, on essaye de faire au mieux qu'on peut, mais peut-être qu'une petite pause va s'installer après ce chapitre. Ouais, par contre, il faudra juste se préparer à ce que le prochain chapitre que vous écouterez soit vachement long. D'une part, parce que je pense qu'on va prendre les 10-15-20 premières minutes du prochain épisode pour expliquer un peu notre configuration, qu'est-ce qui s'est passé, comment on voit les choses à l'avenir, etc. Et parce que le chapitre que j'ai commencé à écrire est lui aussi vachement long. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à retranscrire et je sais que ouais, il risque d'être même plus long que l'épisode du prélude. Je pense qu'il risque de durer 1 heure à 1 heure et demie. Mais plus dans les 1 heure et demie, je pense. Sinon, en attendant, j'avais prévu un petit projet que j'avais en tête qui serait centré sur les auditeurs du podcast. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un message. J'ai déjà contacté quelques personnes avec qui j'avais déjà parlé, quelques auditeurs pour effectuer ce projet. Et voilà, donc s'il y en a d'autres à qui j'ai pas parlé, que vous écoutez le podcast et que vous serez intéressé pour donner votre avis sur le trône de fer en général, vous pouvez nous envoyer un message. Après ce projet, ça se trouve il va pas se faire, hein. C'est quelque chose que j'ai en tête, c'est une petite idée, mais c'est encore au stade du balbutiement. Donc vous connaissez à présent la raison d'une éventuelle prochaine pause. On espère que voilà, vous ne serez pas trop dégoûté par cette annonce et on vous retrouvera prochainement. Je sais pas quand, mais prochainement. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un arrêt définitif. C'est juste que les aléas de la vie font que on a besoin d'un petit peu plus de temps pour faire ce prochain épisode. Donc je vous laisse retourner à l'actuel et pour notre annonce de sortie. Voilà, donc on a terminé pour ce chapitre. Donc on va finir par toutes les conneries qu'on doit faire à la fin des épisodes, c'est-à-dire bullshit. Aimer, partager, commenter, tout ça. Et puis on vous retrouve je sais pas que je dis la semaine prochaine, mais en tout cas à la prochaine pour un chapitre de Kathleen. Un chapitre de Kathleen qui est voilà, on retrouve Kathleen. Est-ce que tu veux tu veux rien que pour le plaisir dire la première phrase du chapitre? Ouais, parce que voilà, la première phrase du chapitre de Kathleen et la dernière phrase de chapitre sont juste, moi j'adore quoi. Kathleen Eke, le meilleur POV de ce début de saga. Mais là, juste la première phrase du prochain chapitre de Kathleen, si ça vous donne pas envie. Elle avait l'impression qu'à peine forgée, la couronne accablait Rome. Incroyable. Non mais, juste en fait, ça mélange le fond et la forme. Parce que rien qu'en disant ça, tu sens en fait la pesanteur de la responsabilité qui tient Rome à présent, quoi. Elle avait l'impression qu'à peine forgée, la couronne accablait Rome. Ah là là, que j'aime les chapitres de Kathleen. Enfin bref, à la prochaine. À la prochaine.